Voilà, il me revenait en tant que maire sortant d'ouvrir cette séance et d'installer le conseil municipal. Désormais, je transmets la présidence de notre séance à Daniel Desgrois en sa qualité de doyen. Voilà. Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ce soir pour l'installation du conseil municipal. Mais avant de procéder à l'ordre du jour, je tenais une autre fois à rappeler le rôle très important qu'a joué notre ami Michel Caumont dans la création de notre groupe en 2013. Au nom de tous, merci Michel et tous mes vœux de meilleure santé. Je veux tout d'abord saluer les nouveaux élus qui se sont pleinement investis lors de la campagne électorale et que nous sentons déjà très motivés dans leur nouveau poste. Nous les anciens, nous ferons le maximum pour vous aider et faciliter votre intégration dans cette équipe, notamment pour les différentes démarches que vous aurez à accomplir en tant que conseiller ou adjoint. J'en profite pour rappeler qu'au cours du dernier mandat, nous avons réalisé 90% des engagements que nous avions pris lors de la campagne électorale de 2014. Les 2 premières années ont été consacrées à l'étude des différents projets en relation avec les diverses administrations, collectivités locales du département, architectes, urbanistes et bureaux d'études. Les années suivantes ont vu nos projets se concrétiser, à savoir la réhabilitation de la mairie avec l'installation du CCAS, le stade de foot, l'espace Gabriel-Loire, le parking de l'avenue de la Paix, l'aménagement de la cour de l'école ainsi que la pose de caméras. D'autres réalisations plus modestes, mais non moins importantes, ont vu également le jour au cours de ce dernier mandat. Vous savez que beaucoup d'autres projets sont à l'étude ou en voie de réalisation pour les années 2020-2026. École de musique, maison de santé, cœur de village, aménagement paysager. Je pense que vous serez, tout comme moi, fiers de participer à la mise en place de tous ces projets pour lesquels nous ne manquerons pas de nous investir afin qu'ils deviennent réalité. N'oublions pas que ces réalisations et ces nouveaux projets ont été orchestrés par notre premier de cordée, Rémi Martial, élu en 2014, qui a su très vite s'imposer par ses compétences, sa bienveillance et son écoute auprès des Lévois et des Lévoises. Le score de 71,4% obtenu lors de l'élection municipale démontre une forte approbation pour le programme présenté et nous ferons tous le maximum auprès de notre maire pour le mener à bien. Encore une fois, merci Monsieur le maire, merci Rémi. On continue. Alors, délibération numéro 1, donc élection du maire. Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. C'était fait. Considérant que la présidence du conseil municipal doit être assurée par le doyen parmi les membres du conseil municipal, je suis donc proposé pour assurer cette fonction. Selon l'article L. 2122-4 du CGCT, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président du conseil régional, président du conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation,
L'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Selon l'article L02122-4-1, le conseil municipal n'a pas le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Selon l'article L2122-5, les agents des administrations financières ayant à connaître de la compatibilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Selon l'article L2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc, alors maintenant, ça va être le... Je continue. Alors, nous allons procéder... Attends, je cherche mes papiers. Alors, nous allons procéder à l'élection du maire. Donc, qui est candidat? Bonsoir. L'équipe Ensemble pour l'Ève 2020 propose la candidature de Monsieur Rémi Martial. Bon, tu me donnes la liste des... Hein? Hein? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Personne. Bon. Alors, nous allons maintenant désigner un scrutateur. Alors, nous proposons Monsieur Cosgrove comme scrutateur. Alors, tu te déplaces. Alors maintenant. Bravo, Maximilien. Ouais. Bien précisé que oui.
t'en donne un deuxième. Oui, oui. Reste là, reste là. C'est dur, hein. Tu prends l'urne et puis. On peut dire qu'il a. C'est dur, est-ce que tu peux me dire un bulletin? Ouais. Est-ce que tout le monde a un bulletin pour voter? Bon, je vais appeler maintenant tous les conseillers. Et Maximilien va vous présenter l'urne. Alors, Monsieur André, donc Monsieur Gillot vote pour lui. Madame Auger de Russy. Madame Blin. Monsieur Grosserove. Madame David. Madame De Guine. Madame Boulard. Monsieur Desgrois. Monsieur Martial. Madame Dreano. Madame Ferreira. Monsieur Giletta. Monsieur Gillot. Monsieur Guasque. Madame González-Ruiz. Madame Guillet. Monsieur Houvet. Monsieur Hubert. Madame Laban. Monsieur Le Calvet. Monsieur Lecointre. Et Madame Legrand. Ah, pardon, excuse. Monsieur Loire, il est de l'autre côté. Et Madame Moreau. Monsieur Normand, Monsieur Normand. Madame Paluel. Monsieur Pichereau. Madame Roubaud. Et Monsieur Santos. Je sais pas, c'est terminé. Alors, tu comptes tu les comptes, hein? Oui. Oui. Oui, tu recomptes. Maintenant. Qui note? Tu les mets sur le côté. Oui. Dominique note, tu peux citer, et puis Oui. note. Martial. Parle un peu plus fort. Martial, tourne-toi. On voit dans la caméra, tu passes à la télé.
Blanc. Martial. 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 Blanc. Martial. 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 Blanc. Martial. 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 Blanc. Martial. Nombre de blancs, 4. Ça. C'est ça. Nombre de bulletins, 29. Bulletin blanc, 4. Bulletin Rémi Martial, 25. Je déclare Monsieur Rémi Martial élu maire de l'Ève. C'est l'heure de boire. Bon, si, monsieur le doyen. Bien, un petit mot. Monsieur le doyen, tu as fait ça très bien. Je vous en prie. Mon cher Daniel, merci à toi. Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, un grand merci à vous de la confiance que vous venez de me témoigner à nouveau en m'élisant ce soir maire de l'Ève pour un deuxième mandat entre 2020 et 2026. Ce vote que vous venez d'exprimer confirme l'expression des Lévois qui massivement ont apporté leur suffrage sur notre liste le 15 mars dernier avec le score de 71,41%. Je tiens à remercier ma famille tout d'abord, mon épouse, mes enfants, mes parents qui sont près de moi au quotidien et qui sont mon plus fidèle soutien. À vous remercier, vous, les anciens élus, qui êtes à mes côtés depuis 6 ans, et même plus pour un certain nombre d'entre vous.
à remercier ceux qui n'ont pas continué à l'aventure pour des questions diverses. Et merci Daniel d'avoir eu un mot pour notre ami Michel Caumont qui permet à travers lui d'avoir une pensée envers tous nos amis qui n'ont pas pu poursuivre l'aventure pour les 6 années qui viennent. Et puis merci et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent pour ce 2e mandat de l'équipe Ensemble pour l'Ève. Je suis très heureux d'avoir cette équipe à la fois d'anciens et de nouveaux qui permet d'allier à la fois la sagesse, l'expérience, mais aussi le renouveau et le dynamisme. Merci à nos soutiens qui ont été nombreux pendant une campagne courte, puisque c'était une campagne qui avait duré à peu près 2 mois. Mais en réalité, on était en campagne pendant 6 ans. J'ai eu l'occasion de le dire régulièrement. Je crois que le rôle du maire, c'est d'être en campagne permanente, sur le terrain, auprès des habitants. Donc, merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien et qui nous ont dit à quel point ils souhaitaient que nous continuions la politique menée depuis 2014. Merci à nos électeurs qui, malgré un contexte qui devenait déjà compliqué avec la crise sanitaire qui venait, de s'être déplacés de la sorte, avec un taux de participation plus élevé que ce que nous avons pu observer dans la moyenne nationale. J'ai une pensée également pour tous les autres Lévois qui se sont exprimés, pour l'autre liste, qu'ils sachent que je continuerai, comme je l'ai toujours été, à être le maire de tous les habitants. Les Lévois se sont donc clairement exprimés le 15 mars dernier. Ils ont fait le choix d'un bilan, d'une équipe et d'un projet. Le bilan, Daniel en a tracé quelques lignes. Il nous a rappelé à l'instant que nous avions tenu plus de 90% de nos promesses de campagne. Soit des projets réalisés, soit des projets engagés. Et en réalité, nous sommes même allés plus loin dans certains domaines. Je pense notamment au projet symbolique de la mairie rénovée, qui ne faisait pas partie de notre projet de campagne, mais qui a pourtant été réalisé. Les grandes comme les petites promesses ont fait partie de notre quotidien et ont été notre moteur durant ces 6 dernières années. Et c'est avec une grande fierté que nous avons fait en sorte, avec toute l'équipe qui nous a entourés, d'Ensemble pour l'Ève 2014, à l'époque, eh bien, de mettre en place ce projet pour lequel nous avions été élus alors. Parmi ce bilan, on peut citer notamment la gestion financière, qui était ô combien importante. Nous avions dit que nous baisserions les impôts, que nous diminuerions les charges de fonctionnement pour pouvoir plus et mieux investir. C'est ce que nous avons fait. Malgré un contexte difficile, puisque vous le savez, à partir de 2014, nous avons connu des baisses de dotation de l'État historiques et importantes, eh bien, chaque année, nous avons baissé les impôts des Lévois. Moins de 1% des communes l'ont fait. Nous avons diminué les charges de fonctionnement de plus de 15% entre 2014 et 2020, et nous avons ainsi pu presque doubler par rapport à la mandature précédente notre niveau d'investissement. Et nous devrons continuer, car il y avait tant de retard à rattraper sur nos routes ou sur nos bâtiments. De nombreuses réalisations ont été faites, certaines très symboliques, la mairie rénovée, l'espace Gabriel-Loire, le début du projet Cœur de Village, un certain nombre de projets routiers, l'entrée nord de l'Ève, des projets parfois moins coûteux mais tout aussi importants, et tu en as cité un, Daniel, avec l'installation des caméras de vidéoprotection qui avait été une de nos grandes promesses de campagne en 2014 et qui ont été installées dès le début de notre mandat. Il y a eu aussi des investissements importants pour le monde associatif. Je pense évidemment au stade synthétique Claude Piot, aux nombreux travaux qui ont pu être menés dans le complexe sportif Michel Castin, ou alors à l'espace associatif du Mousseau qui a été inauguré l'année dernière. Mais au-delà de ces réalisations, nos promesses, c'était d'être au contact de la population pendant tout le mandat. Je le disais à l'instant, d'être un maire à l'écoute de tous, rassembleur et qui montre l'exemple. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 6 ans. Et si j'ai une nouvelle promesse, et la première des promesses à vous faire, mes chers collègues, pour les 6 années à venir, c'est de continuer dans ce sens. Nous souhaitions redonner une bonne ambiance à l'Ève. C'est ce que nous avons essayé de faire aussi pendant les 6 dernières années. Et c'est ce que je vous demande, mes chers collègues, de continuer à faire pour les 6 années à venir. Et puis nous avions promis également de mieux travailler avec nos différents partenaires, qu'ils soient privés ou publics. Je pense en particulier à Chartres Métropole
et au département d'Eure-et-Loir. C'est également ce que nous avons fait. Et ces bonnes relations retrouvées avec nos partenaires nous ont permis, eh bien, de redonner une bonne ambiance à la commune, de remettre l'Èvre au centre de l'agglomération et au centre du département, et d'accompagner les projets ambitieux que nous portions pour notre jolie commune. Une équipe ensuite, une équipe expérimentée désormais, à l'image de la moitié d'entre vous qui avez passé ces 6 premières années à mes côtés, puis donc une équipe renouvelée. Voilà, on avait toutes les générations qui étaient représentées sur notre liste, entre Joanne, 23 ans, et puis Jacques, en qui nous avons une pensée, avec Catherine, qui était le duo de fin de liste, voilà, et Jacques qui avait jusqu'à 93 ans. Tous les quartiers de la commune étaient représentés. Je crois que toutes les classes sociales également étaient représentées. Les nouveaux comme les anciens Lévois étaient représentés. Je crois que c'était important. Nous souhaitions avoir une équipe à l'image de la commune. Et je suis vraiment fier, mes chers collègues, eh bien, à l'idée de pouvoir travailler avec vous pour ces 6 prochaines années. Et je souhaite que nous continuions dans cet état d'esprit qui nous a toujours caractérisé, c'est-à-dire un état d'esprit positif. On a toujours souhaité, eh bien, avoir un discours positif, une attitude optimiste, et je vous appelle à poursuivre ainsi. Enfin, les Lévois ont exprimé leur volonté de voir un projet se réaliser. Un projet dans la continuité de ce que nous avons réalisé depuis 6 ans, mais aussi un projet avec de nouvelles réalisations. À la fois ambitieux. Nous avions porté beaucoup d'ambition pour l'Èvre et je souhaite que nous continuions à porter une ambition forte pour notre commune, avec des grandes, mais aussi des petites réalisations. Et dans les grandes réalisations, j'en citerai que 2, mais il y en aura tant d'autres. Le cœur de village, qui était notre grande priorité pour les 2 mandatures, et qui va poursuivre sur une nouvelle impulsion dans les années à venir, je le souhaite, et qui comprend notamment dans une de ses premières étapes la rénovation complète de l'école Jules Valin. Et puis un autre projet important qui est le souhait de construire une nouvelle école de musique. Ce sont des projets qui sont, pour moi, des projets responsables, à la fois économiquement, mais aussi écologiquement. Économiquement, tout d'abord, nous avons toujours souhaité mener des investissements de telle sorte qu'ils puissent à la fois pérenniser les services aux habitants, pouvoir les améliorer quand cela est possible, tout en générant des économies de fonctionnement. C'était toute l'opération que nous avions menée avec la mairie rénovée. Lorsque nous avions créé ce guichet unique avec le CCAS, nous avions posé 300 000 € d'investissement pour améliorer le service au public qui vient sur un lieu unique. Et je vous annonce que à la fin de l'année, après seulement 5 ans, ce projet d'investissement sera payé grâce aux économies qui ont pu être générées avec cet esprit de mutualisation. C'est exactement ce qui nous avait conduit également lorsque, cher Daniel, toi qui étais l'élu qui a piloté ce projet, eh bien, nous avons construit l'espace Gabriel Loire, qui nous a permis de réunir sur un seul bâtiment un certain nombre d'activités qui étaient réparties dans d'anciens bâtiments, certains en très mauvais état. Nous avons réduit la surface totale de gestion de notre surface municipale dans un bâtiment qui répond à toutes les normes écologiques et environnementales. Et donc, nous permettons à la fois de faire perdurer pour plusieurs décennies des services, et notamment à nos enfants, des services culturels aussi, et cela tout en permettant une diminution des frais de fonctionnement. Voilà 2 exemples de projets concrètement économiques et très concrètement écologiques. Je l'ai dit plusieurs fois, je le redis, pour nous l'écologie, ce n'est pas qu'un discours de salon, c'est surtout des actes concrets. Et nous continuerons ainsi. C'est exactement la logique qui conduira à la rénovation de l'école Jules Valin. Il n'y aura pas de réduction de surface, mais avec les travaux que nous mènerons, eh bien, nous souhaitons permettre des économies d'énergie. Et puis c'est aussi ce qui nous guidera dans ce projet de nouvelle école de musique, avec des bâtiments qui seront neufs, qui seront beaucoup moins énergivores que les bâtiments actuels, et qui se feront dans un esprit de mutualisation avec l'espace Soutine. Voilà 2 beaux projets à l'image d'un mandat que je souhaite ambitieux, mais les autres projets sont nombreux, vous le savez. Nous avions présenté un programme de 48 pages aux Lévois, et je crois qu'ils attendent beaucoup de nous pour qu'on puisse, autant que faire se peut, eh bien, appliquer les promesses que nous avons à nouveau faites aux Lévois. Enfin, ce projet se veut rassembleur. C'est aussi l'état d'esprit qui nous a toujours animés. Je crois que les Lévois l'ont entendu ainsi avec leur vote massif.
nous avons toujours souhaité rassembler les Lévois et en tant que maire, j'ai toujours souhaité montrer l'exemple. Peu importe la couleur politique de nos interlocuteurs, peu importe les engagements de chacun, moi ce qui m'intéresse, c'est la ville de Lèves et faire en sorte que l'ensemble des habitants s'y sentent le mieux possible et qu'on puisse accompagner leurs initiatives, qu'on puisse accompagner leurs nombreux projets. Alors évidemment, ce nouveau mandat s'ouvre dans un contexte particulier, à l'image de ce conseil municipal de ce soir, où nous devons respecter un certain nombre de normes sanitaires, et qui a dû attendre 2 mois avant de se réunir. Et nous savons que ce contexte va nous appeler à réfléchir à la manière de pouvoir y répondre. Nous savions déjà que budgétairement cela serait compliqué, ce mandat, avec notamment la fin programmée de la taxe d'habitation. Vous connaissez ma position personnelle sur cette réforme. Je pense que c'est une mauvaise réforme qui aura de graves conséquences budgétaires sur les communes et des conséquences aussi en termes d'altération du lien entre la collectivité et les habitants. Mais c'était connu, on l'avait calculé. Par contre, ce que nous ne savions pas, évidemment, c'est cette crise sanitaire qui nous est tombée dessus et la crise économique et budgétaire qui suivra, qu'il est difficile de mesurer aujourd'hui, mais dont tous les indicateurs nous permettent de penser qu'elle sera importante et qu'elle risque de durer plusieurs années. C'est pourquoi je vous ai demandé, mes chers collègues, avant même de nous installer officiellement ce soir, de commencer à travailler sur des propositions dès ce début de mandat pour pouvoir anticiper cette crise et me proposer des solutions pour pouvoir l'aborder de la meilleure manière possible, sachant que je vous rappelle que je souhaite fermement que nous tenions cet équilibre qui permette à la fois de maintenir le meilleur service possible au quotidien aux habitants, tout en continuant à mener des projets d'investissement ambitieux pour notre commune. Durant ces 2 derniers mois, j'ai pu apprécier l'attitude d'un certain nombre de personnes et d'abord des agents de la commune. Et je tiens à les saluer, à les en remercier ce soir devant vous, car j'ai pu voir des professionnels qui avaient le sens du service public, des agents avec qui ces dernières années, petit à petit, nous avons noué des liens de confiance, des liens d'écoute mutuelle, pour pouvoir avancer ensemble dans l'intérêt général de la commune. Et ils ont fait la démonstration ces dernières semaines de ce sens de service public, notamment pour accompagner les habitants dans le cadre du confinement, mais aussi dans le cadre de la réouverture des services et des écoles. Et je tiens aussi à remercier les habitants de la commune qui, très naturellement, ont fait preuve d'un bel élan de solidarité, puisque dès le premier jour du confinement, nous avons vu le nombre d'habitants importants qui ont proposé leur aide, toute simple, toute naturelle, de manière solidaire et véritablement solidaire, sans rien demander en retour, envers leurs voisins, envers les personnes âgées, qui étaient notre priorité lors de nos premières semaines juste après les élections, et qui ont su, par les livraisons de repas, par des courses, par un simple coup de fil, parfois pour casser la solitude, ou ces dernières semaines par la confection de masques, de faire preuve d'une vraie solidarité, montrant ainsi à quel point l'échelle communale, pour une commune notamment de notre taille, était ô combien importante dans notre pays. Ce réseau de solidarité locale, je souhaite que nous puissions réfléchir à le pérenniser, et voire même à le développer. Je crois qu'il sera intéressant d'associer des habitants, et pendant la campagne, un certain nombre d'entre eux nous ont fait des propositions, cette solidarité pour que le lien entre les habitants, quel qu'il soit, entre les générations, entre les quartiers, puisse se renforcer. Et c'est pourquoi je vous donne, mes chers collègues, cette mission notamment de réfléchir à la manière dont on peut continuer à pérenniser, à développer ce réseau de solidarité. Et merci à vous qui n'avez pas attendu d'être installés ce soir pour vous mettre au travail. Après tout, vous auriez pu vous dire, nous ne sommes pas installés. Mais non, dès le lendemain de l'élection, vous êtes mis au travail, que vous soyez les anciens élus, que vous soyez les nouveaux élus. Vous avez fait montre de beaucoup de motivation, de beaucoup d'envie,
de beaucoup d'imagination et de propositions, et c'est bien parce qu'il va en falloir, d'humour et de bonne humeur, et ça c'est bien parce que c'est aussi ce qui nous permet de bien travailler ensemble. Vous avez tout de suite compris à quel point vous aviez la chance, mais aussi cette lourde responsabilité, eh bien d'occuper une fonction très noble, la fonction d'élu, souvent décriée, mais d'élu local, qui est une belle fonction, qui est encore, je crois, la fonction la plus respectée par les habitants. Et vous avez montré à quel point c'était une fonction utile, qui était celle d'être au service des habitants. C'est ça, être élu. Être élu, c'est être au service des habitants, et au-delà des habitants, ou à travers les habitants, au service de notre commune. Donc je tiens vraiment également à vous en remercier très chaleureusement. Enfin, une petite citation de Churchill, pour terminer ce petit mot, qui nous disait que parfois, il ne sert à rien de dire que nous avons fait de notre mieux. Mais il faut faire ce qui est nécessaire. Alors, mes chers collègues, encore merci à vous et je vous appelle à faire ce qui est nécessaire. Merci. Bien, nous allons poursuivre avec l'ordre du jour. Nous avions 14 points ce soir. Donc, délibération numéro 2, détermination du nombre d'adjoints. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à siéger, considérant que ce nombre ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints, je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 7. En l'occurrence, peut-être que vous souhaitez que je vous donne les noms, ou on pourra le faire à la prochaine délibération, ceci dit. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions. Donc je vous appelle à voter donc pour la fixation du nombre d'adjoints à 7. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Adopté à l'unanimité. Délibération 3, élection des adjoints. Selon le Code général des collectivités territoriales, je cite, « Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. » Alors, pour l'équipe d'ensemble pour l'Ève, je vais proposer la liste suivante. En premier adjoint, Patrick Le Calvé, à qui je proposerai la délégation de l'aménagement de la voirie et des espaces verts. En deuxième adjoint, Marie-Hélène Ferreira, à qui je proposerai la délégation vie scolaire, petite enfance, enfance et jeunesse. Troisième adjoint, Daniel Desgrois, à qui je proposerai la délégation cœur de village et gestion des bâtiments communaux. Quatrième adjoint, Bénédicte Paluel, à qui je proposerai la délégation action sociale et mémoire. Cinquième adjoint, Olivier Pichereau, à qui je proposerai la délégation vie associative et gestion des salles communales. Sixième adjoint, Brigitte Moreau, à qui je proposerai la délégation affaires culturelles et animation. Enfin, septième adjoint, Joël Houvet, à qui je proposerai la délégation état civil, élections et urbanisme. Je vous informe que, suite à cette élection, et selon ce résultat, je souhaite nommer 3 de nos collègues conseillers municipaux délégués, c'est-à-dire Lionel Lecointre, à qui je souhaite apporter la délégation de sécurité, Marie-Pierre David, la délégation relations extérieures, et Antonin Giletta, la délégation relations avec les acteurs économiques. Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour ces postes d'adjoints?
Pas d'autres candidats. Donc je propose comme scrutateur Maximien Cosgrove, il faisait ça très bien tout à l'heure, qui va vous distribuer 2 bulletins, un bulletin sur lequel nous avons préparé donc la liste et un bulletin blanc. Et une fois que vous aurez tous les bulletins, je procéderai à l'appel de chacun de vos noms. C'est bon, monsieur le scrutateur, tout le monde a les bulletins. Alors, nous allons procéder au vote. Merci de fermer l'urne. Alors, monsieur André donne pouvoir à monsieur Gillot. Madame Auger de Russite. Madame Blin. Monsieur Cosgrove. Madame David. Madame de Guine. Madame Moulard. Monsieur Martial. Monsieur Desgrois. Madame Dréano. Madame Ferreira. Monsieur Giletta. Monsieur Gillot. Monsieur Guasque. Madame Gonzalez-Ruiz. Madame Guillet. Monsieur Houvet. Monsieur Hubert. Madame Laban. Monsieur Le Calvé. Monsieur Lecointre. Madame Legrand. Monsieur Loire. Madame Moreau. Monsieur Normand. Madame Paluel. Monsieur Pichereau. Madame Roubaud. Et Monsieur Santos.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Alors, liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Blanc. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Blanc. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Blanc. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Blanc. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Bien, merci. Nous totalisons donc 29 bulletins, 4 bulletins blancs, 25 exprimés. Et je déclare élus au poste d'adjoint Patrick Le Calvé, Marie-Hélène Ferreira, Daniel Desgrois, Bénédicte Paluel, Olivier Pichereau, Brigitte Moreau et Joël Houvet. Bravo à vous. Bien, délibération suivante, lecture de la charte de l'élu local. La loi du 31 mars 2015 prévoit que le maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue au CGCT. Une copie de cette charte ainsi que du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats municipaux est remise aux conseillers municipaux. Je vais donc vous donner lecture de cette charte de l'élu local. Premier point. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, nous avons donc fait lecture
de cette charte de l'élu local. Y a-t-il des interventions à ce sujet? Non. Délibération suivante, délibération 5, délégation du conseil municipal au maire. Je donne la parole à Patrick Le Calvet. Ok. Bonsoir à tous. Le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement les articles L 2122-22 et L 2122-23, autorisent le conseil municipal à déléguer à tout et partie, et pour la durée du mandat, un certain nombre d'autorités d'attribution. Vu l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de déléguer à monsieur le maire les attributions relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales en précisant les limites comme suit. D'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De fixer, dans la limite d'un montant de 2500 € les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Troisièmement, de procéder, dans la limite d'un montant de 500 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques des taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées 3 de l'article L 1618-2 et à l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions de cet article, de ce même article, et de passer à cet effet des actes nécessaires. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, de passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférents. Septièmement, de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, d'accepter les dons et legs qui ne sont ni de conditions ni de charges. De décider l'annulation de gré à gré des biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Douzièmement, de fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, domaine, le montant des offres de la commune et à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Treizièmement, de décider de la création des classes dans les établissements d'enseignement. Quatorzièmement, de fixer les reprises d'aliments et en application d'un document d'urbanisme. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'annulation du bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code. D'intenter au nom de la commune des actions en justice, en demande ou en défense pour toute procédure engagée au fond ou par voie de référé, et ce, devant toutes les juridictions, qu'elles soient
judiciaires, administratives, civiles ou financières dans tous les domaines qui relèvent de la compétence de la commune. Le maire est autorisé à se constituer partie civile au nom de la commune. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 10 000 €. De donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voies et réseaux. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 600 000 €. D'exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive prescrits par les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux. Merci, monsieur le premier adjoint. Est-il des questions, interventions? Je vous propose de procéder au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 4 abstentions adoptées. Délibération 6, indemnité des élus. Daniel Desgroix. Merci. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi les indemnités de fonction versées aux maires, aux adjoints ainsi qu'aux conseillers municipaux délégués, considérant l'évolution de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de l'exercice, considérant que la commune compte 5 901 habitants, le taux maximal pour l'indemnité du maire est de 55% de l'indice terminal de l'échelle indiciaire et de 22% du brut terminal à l'échelle indiciaire de la fonction publique pour les adjoints. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide, à compter du 1er juin 2020, les montants des indemnités de fonction des élus sont dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par les articles L 2123-23 et 24 fixés au taux suivant. Pour le maire, 52,5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire. Pour les adjoints, 21% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire. Et pour les conseillers municipaux délégués, 10,5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Madame Gonzalez-Ruiz. Attendez. On va vous donner le micro pour vous entendre d'une part et pouvoir vous enregistrer d'autre part. Pour respecter les gestes barrières, nous avons des lingettes, tout ce qu'il faut ensuite, n'ayez crainte. Appuyez sur le bouton du milieu et je vous donnerai la parole ensuite. Voilà. C'est bon? Je voulais juste savoir, normalement, on aurait dû avoir un tableau récapitulatif des indemnités. Normalement, non. Non. C'est ça qu'on présente dans les délibérations officielles. Ah, d'accord. Donc, bah, d'après la loi, si, il faut donner le tableau récapitulatif. Non, d'après la loi sur la délibération, il y a juste ça de suffisant. Je peux vous les donner.
Ah Si oui. vous me le demandez, il n'y a pas de problème, c'est Oui. transparent. Après, oui, je sais pas. D'accord. Bon, il Voilà. a dit oui. Et Est-ce que puis, vous j'aurais pouvez juste donner voulu savoir si ça allait être valorisé par rapport au point d'indice. Bonne question. Automatiquement, c'est juste ça. Bah, c'est un pourcentage, donc logiquement oui, mais après, je sais pas, je vais peut-être avoir un élément de, un complément. Donc je vais vous donner ça. Alors, pour le taux maximal de 55% pour le maire, je propose de ne pas avoir le taux maximal 52,5, ce qui fait un mensuel brut de 2041,94 € par mois. Pour les adjoints, 21% au lieu de 22%, donc je propose que les adjoints n'aient pas l'indemnité maximum, ce qui fait 816,77 € par mois. Et pour les conseillers municipaux délégués, 10,5%, donc pareil, ce n'est pas le maximum parce qu'ils peuvent aller jusqu'à 11, ce qui fait 408,39 € Et ce brut. sera revalorisé automatiquement. C'est juste ma question. J'en sais rien. On verra. Par rapport au nombre d'indices, Oui. Oui, ben, on me dit que c'est la loi, donc oui. qui décidons. Non, c'est pas nous qui décidons pour le coup. Ah, d'accord. Ah non, la revalorisation du point d'indice, c'est l'État qui décide, vous le savez. Oui, bien sûr. Donc on vote un pourcentage de points d'indice. Est-ce que ce sera revalorisé automatiquement? J'en sais rien, on sera temps de... D'accord. Je peux pas vous répondre aujourd'hui. Ok. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Non? Eh bien, je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 4 abstentions. Adopté. Donc, on aura noté qu'à nouveau, je propose donc que le maire et les adjoints ne prennent pas l'ensemble de l'indemnité qui leur était proposée par la loi. Ce sont donc des taux fixés par la loi. Délibération 7, adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Je passe la parole à Joël Louvet. Bonsoir à tous. Alors, vous avez le règlement qui est annexé donc sur table à cette délibération. Selon les dispositions des articles L 21-8 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois suivant son installation. Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut donc ainsi se doter de règlements de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le projet de règlement intérieur annexé au présent rapport définit notamment les modalités de déroulement des réunions du conseil municipal, précise le fonctionnement des commissions municipales, encadre la constitution et le fonctionnement des groupes politiques et prévoit les conditions de parution du bulletin d'information municipal. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'adopter le projet de règlement intérieur annexé au présent rapport. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Madame Guillet. Attendez, hop. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Je voudrais vous faire part d'un constat et d'un souhait au sujet du fonctionnement des commissions municipales. En tant qu'élue sur l'ancien mandat dans la commission Affaires Générales, j'ai constaté que les membres sont amenés à se poser, que les membres sont amenés à lire avec un adjoint les délibérations qui sont déjà rédigées et qui sont présentées au prochain conseil municipal, donc la semaine suivante. Donc il ne s'agit que d'une chambre d'enregistrement, ces commissions, et ça ne favorise pas les échanges entre élus de la minorité et de la majorité. Par contre, je suis très intéressée au niveau de ce règlement intérieur, en lisant que des comités consultatifs
peuvent se réunir avec des personnes, des présidents d'associations, des personnes compétentes dans le domaine traité à ce moment-là, et bien entendu l'ensemble des élus de la majorité, de la minorité. Notre souhait, bien entendu, est de participer à ces organes, à ces instances qui réunissent des voix, des élus, majorité, minorité, pour discuter et donner leur avis sur les sujets proposés. Voilà donc le souhait de notre liste pour le fonctionnement des commissions municipales et l'association des élus de la minorité notamment dans ces instances communales. Merci. Merci. Moi, je vais vous faire part d'un souhait, Madame Guillet. C'est que on profite de ce nouveau mandat pour avoir de bonnes relations avec l'opposition. Ce qui était très difficile les 6 dernières années. Pour avoir un dialogue avec l'opposition, que ce soit dans des instances officielles ou non, cela dépend beaucoup de l'attitude des membres de l'opposition. Vous parlez notamment des commissions municipales. Quand vous y siégiez, alors je sais que vous-même, vous étiez sans doute plus présente que d'autres de vos collègues, eh bien les retours que j'en avais, parce que je ne siège pas aux commissions, je ne souhaite pas que le maire siège. On parlera après, c'est une prochaine délibération. Eh bien rarement vous preniez la parole. Et quand vous la preniez, c'était rarement constructif. J'avais tous les comptes rendus, hein. Voilà. Vous, je parle collectivement. Il ne tient qu'à vous d'avoir une attitude constructive, et moi je le souhaite. Quand je dis que je suis le maire de tous les Lévois, je suis aussi le président de cette assemblée. Cette assemblée, c'est 29 membres, 25 de la majorité, 4 de l'opposition. Et oui, les commissions sont des instances officielles qui ne sont pas obligatoires. La loi le prévoit. Nous n'avons aucune obligation de réunir des commissions. Néanmoins, nous le faisons. Ça fait partie notamment de ce règlement intérieur. Mais vous dites que c'est une chambre d'enregistrement. Déjà, je ne suis pas d'accord, parce que vous pouvez proposer des amendements, vous pouvez faire part de propositions constructives, encore faut-il en avoir la volonté, et je souhaite que vous l'ayez, mais n'attendez pas les commissions officielles pour pouvoir aussi, effectivement, faire part de vos envies ou de vos idées. Je n'attends que ça. C'est comme le conseil municipal. En fait, la réunion du conseil municipal, c'est la fin d'un cycle. Hein, on est là pour débattre de propositions qui ont été travaillées parfois pendant des années. Quand on présente des orientations budgétaires pour les 3 exercices qui viennent, c'est pas tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est souvent des réflexions qui sont très longues. Il ne tient qu'à vous aussi, et je le souhaite, et vous savez que je suis ouvert à cela, en tout cas je l'affirme, que si vous avez effectivement cette volonté de travailler intelligemment avec nous, de quelque manière que ce soit, nous le recevrons évidemment avec responsabilité. Oui, je vous donne la parole. En début de mandat, jusqu'en 2016, il me semble, il y avait 9 commissions dans le règlement intérieur, 9 commissions qui étaient menées par les adjoints et qui n'étaient pas automatiquement fixées 8 jours avant le conseil municipal. Dans ces commissions, on avait en charge, par exemple, du scolaire, une fois par an, de faire le point sur la rentrée scolaire, le nombre d'enfants, sur les tarifs, et on s'exprimait, c'est vrai, beaucoup plus librement et sur des sujets qu'on pouvait débattre. Il est vrai qu'aujourd'hui, une semaine avant le conseil, nous présenter simplement les délibérations, parce que c'est vraiment ce qui se passe, ça ne nous permet pas de prendre du recul et de discuter librement avec les adjoints chargés des dossiers. Alors, 2 éléments. Hein. Alors, tout d'abord, si on était passé à 3 commissions en cours de mandat, c'est parce que c'était 10 commissions, ça fonctionnait pas bien, tout simplement. Et parfois, il y avait aucun point, enfin, souvent, il y a certaines commissions, il n'y avait jamais aucun point lors du jour. Donc, on a considéré qu'il était plus démocratique et plus efficace de rassembler en 3 grandes commissions l'ensemble des sujets. Quand vous regardez beaucoup de communes ou de collectivités, souvent, il y a peu de commissions, en réalité.
C'est ce qui permet justement à l'ensemble des membres d'être concernés. Parce que quand vous avez beaucoup de commissions mais sans sujet, on se retrouve dans une situation où plusieurs conseils municipaux n'étaient jamais convoqués à aucune commission parce qu'il n'y avait pas de point à l'ordre du jour. Donc c'était pour un effort démocratique important. Après, il ne tient qu'à vous aussi de proposer à ce qu'il y ait d'autres points en amont de la commission ou le jour même en questions diverses, eh bien d'avoir d'autres points discutés, comme il ne tient qu'à vous au-delà des commissions, parce que le travail ne se fait pas que dans des instances officielles, il peut se faire tout au long de l'année, eh bien d'interpeller les élus sur un certain nombre de sujets. Je sais que vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, eh bien de pouvoir interpeller des élus et de voir pourquoi pas, de temps en temps, travailler ensemble sur certains sujets. Au contraire, je l'appelle de mes vœux, ça fera partie d'un bel état d'esprit. Hein. Et vous verrez ensuite le sujet suivant. Nous étions 10 membres par commission jusqu'alors. Si nous regardons la répartition des votes des voix, alors qu'au précédent mandat, c'était 8 membres de la majorité, 2 de l'opposition, eh bien, avec le résultat des urnes, nous aurions eu 9 membres de la majorité et 1 de l'opposition dans nos commissions. Et pour des raisons démocratiques et d'ouverture envers votre équipe, eh bien, j'ai proposé à mon équipe, et je vous proposerai au vote tout à l'heure, de passer à 12 membres, pour que, tout en respectant, eh bien, la répartition des votes des habitants, nous puissions être 10 de la majorité et 2 de l'opposition. Et vous puissiez continuer à être au moins 2. Je sais la difficulté parfois de pouvoir se mobiliser à 100%, ce qui permettra, en toute bonne organisation, que vous soyez au moins 1 par commission. Hein, voilà. Est-ce que ça vous va? Comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur ce règlement intérieur? Non? Eh bien, je vous propose de l'adopter. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci à vous. Délibération 8, nous y venons. Installation et désignation des membres des commissions municipales. Bénédicte Paluel. C'est bon, merci. Bonsoir à tous. L'article L 2121-22 du Code général collectivité territoriale précise: le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les préciser si le maire est absent, présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Mode de désignation, article L 2121-21, le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret, soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ce dernier cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, après 2 tours de scrutin secret, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. À égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il est donné lecture par le maire. La liste des commissions est la suivante: commission Affaires générales, commission technique, commission service à la population. Chaque commission est composée de 12 membres, 10 membres de la liste majoritaire et 2 membres de la liste minoritaire. Merci, Madame Paluel. Bien, sauf si donc un tiers des membres présents le réclament, eh bien, je vous propose de voter à main levée, par facilité. Je vais vous proposer donc 10 noms par commission, et je m'adresserai à l'opposition si vous avez 2 noms à nous proposer par commission. Donc pour la commission Affaires générales, qui regroupe donc les affaires générales, les finances, les ressources humaines, la sécurité, les relations avec la vie économique, je propose messieurs Le Calvé, Houvet, Lecointre, Giletta, mesdames David, Dréano, Blin, Roubaud, monsieur Cosgrove et madame Deguine. Est-ce que vous avez 2 membres à nous proposer? Alors, madame Gonzalez-Ruiz et madame Guillet. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Je vous propose, dans ce cas, de voter pour la liste complète de la commission Affaires générales et ses oppositions adoptées à l'unanimité. Commission technique regroupant l'aménagement, la voirie, les espaces verts, les bâtiments, l'urbanisme et le cœur de village. Donc je propose messieurs Desgrois, Le Calvé, Houvet, Giletta, mesdames Legrand, Laban, monsieur Santos, monsieur Guasque, madame Dréano et monsieur Loire. Est-ce qu'il y a 2 propositions? Monsieur André et monsieur Gillot. Y a-t-il d'autres candidats? Donc je vous propose d'adopter cette liste complète. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Et 3e commission, service à la population, regroupant l'action sociale, la vie scolaire, l'animation, les relations avec la vie associative et la mémoire. Je propose mesdames Paluel, Ferreira, monsieur Pichereau, madame Moreau, madame David, monsieur Hubert, madame Auger de Russite, madame Legrand, madame Moulard et monsieur Normand. Est-ce que vous avez 2 noms à nous proposer? Alors, madame Gonzalez-Ruiz et madame Guillet. Y a-t-il d'autres candidats? Non, je vous propose de voter pour la liste complète. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Merci. Je vous informe que je souhaiterais ensuite que, lors de la première commission des affaires générales, Patrick Le Calvé présente sa candidature en tant que vice-président de la commission. Pour la commission technique, que monsieur Daniel Desgrois présente sa candidature en tant que vice-président de la commission et que madame Bénédicte Paluel présente sa candidature en tant que vice-présidente à la commission service à la population. Merci à vous. Délibération 9, élection des membres du CCAS. Olivier Pichereau. Bonsoir. Vu le Code de l'action sociale des familles, notamment ses articles L123-6 et suivants, le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Outre son président, le conseil d'administration comprend pour le CCAS des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal. Le conseil d'administration comprend également des membres nommés par le maire, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. Les membres élus par le conseil municipal et les membres nommés par le maire le sont à la suite de chaque renouvellement
du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant d'associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, d'associations familiales désignées sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, d'associations de retraités et de personnes âgées du département et d'associations de personnes handicapées du département. Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire. Également, dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale, ainsi que du délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants. En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées conformément au dernier alinéa de l'article L. 123-6 par l'Union départementale des associations familiales. Les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins 3 personnes répondant aux conditions prévues par le 4e alinéa de l'article L. 123-6. Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pourvoir, ceux-ci reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Merci, Monsieur Pichereau. Bien, comme pour la délibération précédente, je vous proposerai de voter à main levée et je vous proposerai que nous adoptions une liste complète avec 5 membres de la majorité et un membre de l'opposition, étant entendu que nous votons ici bien pour nos 6 représentants du conseil municipal. Y a-t-il tout d'abord des questions, des remarques? Non. Alors, je propose les candidatures de Bénédicte Paluel, Marie-Pierre David, Johan Hubert, Sandrine Blin et Muriel de Guine. Qui avez-vous à nous proposer? Vous-même, Madame Guillet. Y a-t-il d'autres candidats? Alors, je vous propose d'adopter cette liste complète. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous informe que je souhaite que lors de la première séance, nous renouvelions le mandat de vice-président de Bénédicte Paluel. Délibération 10. Élection des représentants du conseil municipal au comité des œuvres sociales des personnels de la commune. Marie-Hélène Ferreira. Les statuts du comité des œuvres sociales en faveur du personnel précisent la composition de son conseil d'administration. Ainsi, celui-ci est composé de 14 membres comme suit. 2 membres d'honneur, le maire et le directeur général des services, 4 membres représentant la collectivité employeur, désignés en son sein par le conseil municipal pour la durée d'un mandat de 6 ans, 8 membres représentant les personnels. Merci. Là encore, je souhaite que nous votions à main levée. Et je souhaite que nous maintenions l'équilibre du précédent mandat qui consistait à avoir un ensemble de représentants de la liste majoritaire. Pour ce faire, je proposerai les candidatures d'Olivier Pichereau, de Bénédicte Paluel, de Muriel de Guine et de Sandrine Blin. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non. Alors, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. 4 abstentions. Adopté. Délibération 11, élection des représentants du conseil municipal au comité technique. Marie-Pierre David.
Marie-Pierre, le micro. Alors, le comité technique traite les questions collectives liées au personnel, modification de l'organisation du travail, suppression de postes, hygiène et sécurité. Le comité technique comprend en nombre égal des représentants de la collectivité territoriale désignés par l'autorité territoriale ainsi que des représentants du personnel. On dénombre autant de titulaires que de suppléants. Au regard des effectifs de notre collectivité, le nombre de titulaires est de 2 représentants de l'autorité territoriale et de 4 représentants du personnel. À noter que le CT est commun aux services municipaux et au CCAS. Merci. Alors, là encore, je propose que nous procédions à l'élection à main levée et que nous conservions le même équilibre que le mandat précédent. En candidat titulaire, je propose donc les candidatures de Rémi Martial et de Patrick Lecalvé, et en candidat suppléant de Ghislaine Auger de Russit et de François Santos. Y a-t-il des questions? Non. Alors, je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 4 abstentions adoptées. Délibération 12, désignation des représentants du conseil municipal dans différents organismes. Hervé Loire, rapporteur. Bonsoir. Les statuts des différents organismes... Pardon, merci Mathilde. Les statuts des différents organismes associatifs ou publics prévoient la présence de conseillers municipaux, avec pour objectif de représenter la commune lors d'instances. Considérant qu'à la suite de l'installation du nouveau conseil municipal, il est nécessaire de renouveler les conseillers municipaux représentant la collectivité à ces instances, qui sont comité de jumelage, un siège au conseil d'administration, Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse, un siège au conseil d'administration, service d'hébergement mixte pour adolescents, SHEMA, de l'ADCA, un siège au Conseil de la vie sociale. Copropriété du 14 avenue de la Paix, un siège au syndic. Assemblée spéciale et assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la SPL Chartres Aménagement, un siège. Merci. Alors là encore, je vous propose de voter à main levée. Je vous propose de faire un vote complet, sauf si vous souhaitez que nous procédions à des votes séparés. Ça va pour tout le monde. Donc je propose pour le comité de jumelage Joël Houvet. Pour la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse, Bénédicte Paluel. Pour le conseil de vie sociale du schéma de la DSEA, en candidat titulaire Marie-Pierre David et en candidat suppléant Marie-Pierre Legrand. Pour le syndic de la copropriété du 14 avenue de la Paix, Joël Houvet. Enfin, pour l'Assemblée spéciale et les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires de la SPL Chartres Aménagement, Patrick Lecalvé. Y a-t-il des questions, des remarques? Y a-t-il d'autres candidats? Non, je vous propose donc de voter pour l'ensemble de ces organismes. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 4 abstentions adoptées. Délibération numéro 13, nous devons y procéder annuellement, et vu la date, donc, j'ai souhaité mettre à l'ordre du jour cette délibération qui consiste à désigner les jurés d'assises par tirage au sort. Nous rappelons que le nombre de jurés est fixé à 331 pour le département d'Eure-et-Loir. Les communes de plus de 1300 habitants ont l'obligation de désigner un juré par tranche de 1300 habitants. Pour la ville de Lèves, le nombre est de 4 multiplié par 3, soit 12 personnes. Donc, je vous propose de procéder comme nous avions l'habitude de le faire dans les précédentes mandatures, c'est que chaque élu, en commençant par Daniel Desgrois, tout d'abord, eh bien, donne un numéro de page, et l'élu suivant donne un numéro de ligne.
Mais avant cela, est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette délibération? Hein, donc, juste, je vais quand même vous donner le nombre de pages pour savoir jusqu'où vous avez le droit d'aller. Voilà. Nous en avons 400. Tout juste 400. Voilà. Combien de lignes? Vous multipliez 400 par... il y en a 10 par page. Ça devrait le faire. Numéro de page? 28. 28. 2. Donc nous avons Madame Benoît, Dominique Odette Léa, épouse Pichois, si elle nous regarde. Vous me dites, Dominique, si ça va, pour noter. Madame Chevalier, Nicole Claudine, épouse Touchard. Donc, Chevalier, Nicole Claudine, épouse Touchard. Alors, je redonne la page pour qu'il y ait un bon enregistrement de la part des services. Donc, page 79, ligne 3. Ensuite, ça ne peut venir que de vous, monsieur Gillot. D'accord. Je dis. Madame Chaiolo, Florence Thérèse Marie Léa. Madame Chaiolo, Florence Thérèse Marie Léa. Onze. Guillet. 6. Madame Achoug, Candice Désy. Madame Achoug, Candice Désy, page 11, ligne 6. Alors, monsieur Barillet, Geoffroy Michel Philippe. Monsieur Barillet, Geoffroy Michel Philippe, page 20, ligne 2. Madame Laban. Madame Rodriguez Pouzero Maria, épouse Matos. Madame Rodriguez Pouzero Maria, épouse Matos. Donc page 350, ligne 10. Comment? Après la ligne, non, je vais prendre. 1. Alors, Madame Verdon, Irma Arlette Simone, épouse Murau. Madame Verdon, Irma Arlette Simone, épouse Bureau. Donc page 389, ligne 1. Hervé.
Non, c'est Hervé. Hervé. Madame Lamotte Laurence Marie-Jeanne Annick, épouse Honoré. Madame Lamotte Laurence Marie-Jeanne Annick, épouse Honoré. Donc page 222, ligne 5. Alors ensuite, Madame Levoix Nadine Roberte Raymonde. Madame Levoix Nadine Roberte Raymonde. Page 250, ligne 8. Madame Baudouin, Françoise, Marie, Amélie, Jeanne, épouse Vallée. Madame Baudouin, Françoise, Marie, Amélie, Jeanne, épouse Vallée. Page 22, ligne 6. J'ai pas compté, je sais pas combien il nous en reste. Encore 2. Monsieur Beaupère Christian-Henri Gilles. Monsieur Beaupère Christian-Henri Gilles. Donc page 24, ligne 4. Donc page 16, ligne 5. Madame Bayon Bernadette Marie-Louise, épouse Dutertre. Madame Bayon Bernadette Marie-Louise, épouse Dutertre. Voilà, donc nous avons tiré au sort, les 12 noms. Donc, dernière délibération, délibération 14, modification du règlement intérieur du transport scolaire. Antonin Giletta. C'est mon temps. Merci, monsieur le maire. Le dernier règlement intérieur régissant le fonctionnement du transport scolaire avait été approuvé par délibération numéro 48-19 en séance du conseil municipal le 17 septembre 2019. Le nouveau règlement intérieur du transport scolaire introduit la mise en place d'une participation financière des familles. Celle-ci interviendra à compter de la rentrée scolaire de septembre 2020. La participation des familles s'élève à 20 € par enfant et par trimestre. Le règlement sera effectué selon les modalités suivantes. Sur la facture du mois d'octobre, de février et d'avril. Les autres éléments constitutifs du précédent règlement ne sont pas modifiés. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Madame Guillet. Merci. Alors tout d'abord, nous souhaitons savoir si ce règlement intérieur concerne les élèves de primaire et de maternelle et connaître aussi le nombre d'écoliers qui utilisent le transport scolaire. Et ensuite, nous voterons contre cette mise en place de tarification, une nouvelle tarification qui représente 60 € par enfant sur une année et qui viendra peser sur le budget et sur le pouvoir d'achat des familles. Comme pour les études, c'est une nouvelle charge pour les familles et on peut craindre aussi, en dehors de l'aspect financier, que les parents utilisent leur véhicule pour transporter les enfants, ce qui augmentera la circulation au centre-ville de Lèves sur des horaires de pointe. Donc, Alors, pour répondre à vos questions, tout d'abord, oui, ça concerne l'ensemble des enfants, quelle que soit l'école.
Au total, nous avons à peu près, mais j'ai pas l'ensemble des chiffres précis devant moi, mais à peu près 150 élèves inscrits, hein, c'est ça? Tonin et Marie-Hélène, je m'adresse à vous, répartis sur le service, hein, parce que ils sont pas forcément tous à prendre le circuit, sachant que le service fonctionne essentiellement le matin avec 2 circuits par quart, 2 fois 2, et idem le soir. Pourquoi nous avons fait cette proposition de modification? Tout d'abord, nous avons pris en compte le contexte général que je rappelais tout à l'heure dans mon propos introductif. Nous arrivons dans une situation où je pense, budgétairement, ça va être très difficile pour les communes, premièrement. Mais là n'est pas la décision essentielle. L'autre élément à prendre en compte, c'est les difficultés que nous rencontrons régulièrement sur ce service. Rares sont les conseils d'école sans que le point du quart scolaire n'intervienne pas. Et on sait qu'on a notamment un gros problème à la rentrée de septembre. À chaque rentrée, on a un problème, mais surtout cette année. D'ailleurs, certains d'entre vous l'aviez exploité pendant la campagne municipale, suite à des dysfonctionnements qu'il avait pu y avoir au mois de septembre, parce qu'on avait un trop-plein d'inscrits sur le transport de l'après-midi. En fait, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de parents avaient inscrit leurs enfants, mais finalement n'utilisaient pas le car. Parce que comme c'est gratuit, ça coûte rien d'inscrire son enfant, mais par contre, ça posait problème pour des familles qui, elles, avaient réellement besoin. Donc les services ont dû revoir ça, perdre beaucoup de temps à gérer cette rentrée pour pouvoir faire en sorte que chacun soit servi. Et on voit que la gratuité, déjà, n'en est pas une, et a ses effets pervers, et notamment celle-là de déresponsabiliser une partie des habitants. D'ailleurs, la gratuité n'est jamais gratuite. Elle est toujours payée par quelqu'un. Et in fine, c'est payé par le contribuable. Un autre point qui nous a été signalé très souvent également par plusieurs parents, c'est l'inéquité entre ceux qui déposent leurs enfants à la garderie du matin ou qui laissent leurs enfants à la garderie du soir et vont les chercher. Eux payent. Alors que lorsque vous déposez votre enfant le matin à 8 heures, par exemple, quand le car vient le chercher, ou que le car vous le dépose parfois tardivement, parce qu'il y a un premier circuit qui part des écoles à 16h30 et un deuxième qui part des écoles à 17h, donc ça peut arriver jusqu'à au-delà de 17h30, c'est-à-dire que le temps de garderie n'est pas payé par les parents. Contrairement à ceux qui laissent leurs enfants à la garderie de nos services périscolaires. Donc il y a une vraie inéquité entre les familles qui a créé parfois des tensions, d'ailleurs, et des discussions aussi dans des conseils d'école ou avec certains parents en direct, d'où cette proposition qui a été faite par la nouvelle équipe et notamment les jeunes élus d'essayer de résoudre cette problématique en fixant un prix, somme toute, relativement symbolique avec un forfait de 20 euros par trimestre. On a fait ça en regardant aussi l'histoire de la commune. Il y a 20 ans, on se replonge dans le pied de fée, c'était payant le transport scolaire. En fait, historiquement, le transport scolaire avait été mis en place et pendant longtemps, il avait été payant, mais ça ne posait pas de difficultés particulières. On regarde aussi ce qui se fait dans d'autres communes aux alentours, et un certain nombre aussi ont un transport payant, voire qui augmente, parce que je te donnerai la parole après, quand on a un transport. Parce qu'il y a aussi beaucoup de communes qui n'ont pas de service de transport. Regardons Champfol, à côté, il n'y a pas de service de transport. Ou alors, il n'y a qu'un car, éventuellement. Mais nous, on est une petite commune avec beaucoup de services, et si on veut pouvoir les pérenniser, il faut aussi qu'à un moment donné, on puisse réfléchir à ce genre de dispositif. Enfin, je terminerai par ce point, ce n'est pas qu'un transport scolaire, c'est aussi, d'une certaine manière, de la garde d'enfants. Parce qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir participer au financement, essentiellement, des accompagnateurs. Hein, quand on propose d'acheter un nouveau bus, par exemple, il faut pas oublier que dedans, il y a un chauffeur qui coûte de l'argent, puis il y a un accompagnateur qui coûte de l'argent et qui est prêt à 100% sur le budget communal. Voilà, donc c'est aussi pour accompagner, on n'équilibrera pas du tout le service, hein, on n'est pas là pour cela, hein, c'est un prix social, c'est-à-dire qui reste bien inférieur au coût réel du service, mais un prix forfaitaire, et qui nous a semblé, après les débats, intéressant de pouvoir vous proposer. Alors vous pourrez vous poser la question de savoir pourquoi on le fait maintenant. On le fait maintenant parce que ça permettra de pouvoir communiquer aux familles plutôt que d'attendre eh bien, le conseil municipal prochain. On verra la date, on vous proposera fin juin, début juillet, il faut qu'on regarde
encore cela. Ça aurait été trop tard pour pouvoir ensuite communiquer ce nouveau dispositif aux familles, puisque généralement on leur demande de s'inscrire avant le 30 juin. Voilà pourquoi on propose ça ce soir. Il y aura peut-être un petit glissement cette année au regard de la situation un peu particulière en termes de délai d'inscription. On verra cela avec les services selon l'évolution de la situation. Mais enfin voilà les éléments dans leur globalité. Tu veux rajouter quelque chose, Marie-Hélène, peut-être? Vas-y, parce que tu peux redire un petit complément si tu veux. Mais tout d'abord, c'est quand même quelque chose on a mis quand même plus d'un mois, quand même, on a réfléchi, on a retourné dans tous les sens, avec mon équipe. Moi-même, je suis la première impactée puisque j'ai une fille en maternelle, une en primaire, donc c'est pas lourd, c'est lourd de conséquences aussi pour moi. Après, par rapport à ce qui se faisait dans les autres communes, on est bien en dessous aussi du forfait. Souvent, c'est 25 ou 30 euros. On a fait le choix aussi de responsabiliser certains parents. Alors bien sûr, c'est toujours au détriment des bonnes foi, mais on a trop souvent des gros soucis de bus. C'est maintenant, en fait, c'est à chaque trimestre de conseil d'école que les parents se plaignent aussi des problèmes au niveau des descentes de bus, de prise de bus, parce que les enfants sont laissés un peu tout seuls. C'est aussi, voilà, on essaye de faire prendre aussi conscience aux parents que voilà, on peut pas laisser toujours des enfants comme ça. On se dit peut-être qu'aussi en faisant payer un service, ils vont peut-être plus prendre conscience qu'il faut pas toujours laisser les enfants tout seuls comme ça, ou les parents qui sont en retard. C'est du temps perdu pour les services, pour les autres parents qui attendent. Voilà. Et en général, un service payant, c'est toujours, en général, plus pris au sérieux. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Donc, 4 oppositions, des abstentions. Adopté. Merci à vous. Nous en avons fini avec l'ordre du jour. Merci de votre présence. Merci aux internautes de nous avoir suivis en direct. Et la vidéo sera ensuite visible en différé donc sur la chaîne YouTube de la ville de l'Ève. La prochaine séance aura lieu fin juin, début juillet. Il nous faut voir comment pouvoir la programmer. Nous aurons le compte administratif 2019 et un budget supplémentaire 2020 à voter. Voilà, merci à vous. Très bonne soirée.